OK, alors, bonjour, je suis, Louisa Prose, je suis chercheure à l'université Humboldt de Berlin et dans cette série d'interviews, moi et mes collègues, parlent avec des activistes des différents mouvements sociaux en Afrique, sur la façon dont les dernières années de pandémie ont été vécues par ces mouvements. Et aujourd'hui, on parle avec, El Hadj Faye de l'organisation Enda Pronat basée au Sénégal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si, Lisa. Bonjour, Heu comme vous l'avez dit, je m'appelle Haj Faye, je suis le coordinateur de programme de l'ONG Endapronat, basé au Sénégal, mais qui travaille un peu partout aussi dans la sous-région. Super. Merci Eladj. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous raconter un peu, sur le travail, de Pronat? Qu'est-ce que vous faites au Sénégal? Dans quelle, lutte vous êtes actuellement impliqués? Ok, bon, Endapronat, une ONG du réseau international Enda Tiers-Monde qui travaille sur les questions d'agriculture, notamment d'agroécologie et de gestion durable des ressources naturelles. Comme vous le savez, avec l'effet des changements climatiques, avec les conséquences de la révolution verte, la monoculture, l'utilisation abusive d'engrais chimiques, il y a beaucoup de dégradation au niveau des terroirs et les gens ont perdu aussi en tout cas, la souveraineté alimentaire qu'ils avaient à cause de nouvelles pratiques, la monoculture, la monétarisation de l'économie, voilà, qui font qu'il y a plein de problèmes au niveau surtout rural. Et nous essayons surtout en tout cas, de travailler pour déjà lutter contre cette dégradation des ressources naturelles, mais également essayer de travailler, mieux produire et mieux consommer. Maintenant, depuis quelques années, avec les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles de ces communautés-là, à savoir le foncier, l'eau, avec les différents types d'accaparement, on travaille beaucoup sur ces questions de sécurisation de la base productive, que ce soit le foncier, l'eau, les forêts. Donc, notre organisation s'investit beaucoup dans ce domaine-là et accompagne les communautés à adopter des pratiques qui leur permettent effectivement de sécuriser ces ressources, mais de les utiliser de façon digne et de façon à ce qu'elles puissent voilà, les utiliser convenablement. Super, très intéressant et avec qui vous travaillez le plus, quand vous êtes sur le terrain? Euh, bon, nous travaillons avec tout un réseau d'acteurs, hein. Le travail se fait généralement au niveau de la base, avec d'abord la base militante, que sont les communautés locales, les paysans, les éleveurs, les acteurs avec qui que nous essayons un peu d'accompagner et qui sont les vrais acteurs qui doivent porter le mouvement. Mais à côté, il y a les services techniques de l'État qui nous accompagnent également dans ce travail-là. Il y a les autres ONG partenaires qui sont aussi sur le terrain, mais il y a également les élus locaux. Voilà. Maintenant, il y a toute la recherche également, recherche scientifique, parce que dans l'argumentaire, bon, nous, on fait des pratiques des expérimentations au niveau local et on accompagne les communautés, mais pour nous, c'est la politique qui doit s'approprier de tout ça. Et pour ça, il faut un plaidoyer très fort au niveau de l'État. Et qui parle de plaidoyer parle d'argumentaire, d'évidence scientifique. Donc, on collabore aussi avec la recherche scientifique, les universités, mais également les centres de recherche. Voilà, maintenant, au niveau national, on essaie un peu de cibler un peu tous ces acteurs-là, de les mettre ensemble dans un cadre qu'on appelle la dynamique sur la transition agroécologique, qui regroupe les chercheurs, les élus locaux, les organisations paysannes, mais également les ONG, les consommateurs. Voilà, nous essayons de travailler avec l'État au niveau central pour un peu impulser ces questions de transition agroécologique, de sécurisation du foncier pour aller vers une souveraineté alimentaire, mais à travers vraiment des politiques qui respectent l'environnement, mais aussi des politiques durables, des pratiques durables. Maintenant, au niveau local également, on fait la même chose avec des cadres locaux. Il y a tous ces acteurs-là que j'ai énumérés également qui essaient de faire bouger les choses en relation avec les autorités qui sont à la base. Donc, il y a tout un réseau d'acteurs que nous essayons un peu d'accompagner. C'est ENDA qui assure le secrétariat technique de cette dynamique nationale. Donc, où nous essayons un peu de coordonner tout ça. Super, très, très intéressant.
Et regardant les 2 dernières années de la pandémie, quels ont été les principaux défis, pour votre travail, au Sénégal? Bon, ici au Sénégal, la pandémie, parce que nous, bon, notre travail se fait plus en milieu rural avec les pratiques que nous expérimentons avec les communautés. Et ce travail de sensibilisation, de formation, d'information, mais également, comme je l'ai dit, le plaidoyer au niveau national. Maintenant, au niveau local, c'est vrai que la pandémie n'a pas eu trop d'impact en termes de cas de maladie ou trucs. Franchement, c'est plus dans les villes qu'il y a eu plus d'impact. Mais ce qui a plus impacté, c'est les mesures que l'État a prises pour un peu endiguer le phénomène, avec l'interdiction de rassemblement. Donc, pour ça, ça nous a un peu posé problème parce que nous, on fait des sensibilisations populaires, on a un mouvement populaire avec des rassemblements, des activités un peu populaires, avec aussi comment on appelle ça, les interdictions de déplacement. C'est Mmh. surtout ça parce que nous, on a la chance d'avoir des équipes au niveau local dans chaque zone avec les communautés. Donc, ça nous a un peu aidé. Ça a été notre source de résilience parce que l'équipe locale, qui est comme une équipe légère, mais on forme surtout des membres de la communauté qu'on appelle des animateurs locaux qui nous accompagnent un peu dans le travail. Ce sont ces gens-là qui font le suivi des activités. Mais nous, au niveau de la coordination, on fait souvent des déplacements et ce sont ces déplacements-là qui étaient un peu contrariés par l'interdiction des déplacements parce qu'on ne pouvait plus se déplacer de région à région. Donc, on était obligé de coordonner à partir du Dakar, mais voilà, on a utilisé donc cette source de résilience en utilisant un peu le virtuel pour échanger avec les gens au niveau de là où l'Internet existe, parce que ça n'existe pas partout. Et Bien le sûr. reste, on essaie de coordonner, mais vraiment, on a eu cette source de résilience avec les communautés locales avec qui nous travaillons, qui ont continué à faire le travail, mais l'interdiction de rassemblement, l'interdiction de déplacement nous a posé beaucoup de problèmes. Et Mmh. ici, au niveau du bureau également, on était obligé de faire le télétravail parce qu'on Mmh. ne pouvait pas tous se rassembler avec une équipe légère, mais bon, on s'est Ah, adapté comme on peut. bien sûr, bien sûr. Et pour les paysans eux-mêmes, est-ce que toutes les mesures que dont vous avez parlé, est-ce que ça a fait une vraie différence pour eux aussi, pour, la production de nourriture et tout ça? Oui, 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 effectivement. Au niveau des producteurs, ça a eu vraiment des impacts. D'abord, bon, quand les mesures ont été prises, c'était pas encore l'hivernage, mais comme vous le savez, au Sénégal, dans la plupart des zones, on connaît que la culture hivernale, c'est-à-dire c'est en saison des pluies qu'on fait les activités. Maintenant, c'est 3 mois, mais juste après, il n'y a plus d'activités agricoles, mais c'est surtout les activités commerciales au niveau de ce qu'on appelle les marchés hebdomadaires. Et et ce sont ces marchés-là qui leur permettent aussi de développer d'autres activités, bon, Mmh. de vendre leurs récoltes, mais aussi d'acheter des produits. Donc, voilà, l'interdiction de rassemblement et la fermeture carrément des marchés avaient un impact terrible au niveau des sources de revenus, mais également au niveau de l'écoulement des produits. Il y a beaucoup de producteurs qui ont vu leur récolte tout simplement Mmh. pourrie parce qu'ils ne pouvaient plus conserver. Ils ont essayé un peu de le vendre, mais il n'y avait Mmh. pas de marché. Donc ça avait un impact terrible. Maintenant, les mesures ont continué maintenant lors de la saison des pluies. Là également avec le couvre-feu, parce chacun devait être à sa maison à 20 heures. Donc, le temps qu'on passait au champ se réduit fortement. Il y avait des producteurs, des travailleurs saisonniers qui faisaient les déplacements pour aller d'une zone à l'autre et ils ne pouvaient plus le faire. Les éleveurs également, qui sont des transhumants, parce que Mmh. l'élevage au Sénégal, c'est plus le pastoralisme avec une transhumance. Ils ne pouvaient plus se déplacer. Mmh. Et tout ça, il y avait des impacts terribles au niveau des sources de revenus. Les Mmh. gens étaient obligés voilà, de dépendre de l'aide de l'État, mais également de l'appui que les organisations comme les nôtres font. Mais ça n'a pas été facile au niveau des producteurs. Mmh. Ah, très, très intéressant, ouais, merci. Et aujourd'hui, en septembre 2022, est-ce que vous sentez encore, quelques impacts de la pandémie sur votre travail ou est-ce que c'est plus
est-ce que c'est fini? Bon, là, franchement, parce que comme je l'ai dit, c'était plus les mesures restrictives. Bon, là, toutes les mesures ont été levées. Donc là, on peut se déplacer, on peut faire des activités, mais maintenant, bon, on essaie un peu de partir, de relancer encore l'économie. Bon, donc là, la Covid est passée, voilà, on l'a vécu. Maintenant, dans ce processus de relance de l'économie, bon, il y a aussi des contre-coups que nous recevons. Souvent, après une période de restriction, après une période de crise, la relance de l'économie va souvent avec voilà, des idées de productivistes, avec des idées de produire plus, avec des idées de donner plus de moyens aux multinationales pour accroître la production. Et là, ça ne fait que, voilà, à un moment donné, aussi accentuer les risques d'accaparement, les risques de contrôle, voilà, des ressources par les privés, les multinationales. Et nous faisons face encore à ça. Mmh. Et aussi, on a beaucoup appris que la question fondamentale de la souveraineté alimentaire doit être au centre des préoccupations. Et nous, au Sénégal, bon, heureusement on a une politique, en tout cas, qui est lancée vers ça, mais qui doit être portée aussi par les communautés locales. Mais bon, souvent aussi, c'est au détriment un peu des pratiques agroécologiques parce qu'il faut produire plus, il faut utiliser des engrais chimiques. Et je pense que, bon, là, on ressent de plus en plus les conséquences. Bon, même si par ailleurs la crise en Ukraine a aussi posé une autre contrainte par rapport à l'engrais, par rapport voilà, à l'utilisation de ces produits chimiques-là. Mais bon, je pense que là, on subit plus les contre-coups de la crise ukrainienne que la COVID, même si, comme je l'ai dit, dans le processus de relance économique, il y a toujours voilà, des contre-coups avec voilà, des velléités d'aller vers un système trop productiviste qui n'est pas à l'avantage des pratiques agroécologiques que nous défendons. Très intéressant. Hem, pour, terminer El Hadj, est-ce que tu peux, nous dire qu'est-ce que vous espérez, d'accomplir avec, Pronat, au cours des prochaines années? OK, bon, au cours des prochaines années, nous voulons que l'agroécologie, entendue au sens large du terme, d'abord de sécurisation des ressources productives, parce que c'est ça la base, sécurisation foncière pour les communautés, sécurisation et utilisation rationnelle des ressources hydrauliques de l'eau, mais également sécurisation des forêts, soit, bon, ça, déjà, ça c'est dans l'agroécologie, mais également le développement, la production saine et la consommation saine pour aller vers des systèmes alimentaires durables. Nous voulons que ce projet-là que nous portons soit une priorité pour nos États, aussi bien au niveau local que central, et vraiment sous-régional, voire international. Si on arrive à ce que les autorités comprennent que l'enjeu actuel, c'est vraiment d'aller vers des systèmes alimentaires durables avec le développement de marchés territoriaux pour approvisionner en tout cas les populations locales et ne plus dépendre toujours des importations et que justement on mette les moyens sur cette politique-là portée par les acteurs locaux, je pense qu'on aura atteint notre objectif. Maintenant, c'est un grand défi et nous travaillons pour ça avec l'ensemble des acteurs, la société civile, la recherche, les organisations paysannes, mais également nos alliés stratégiques, que ce soit au niveau de l'État, mais également au niveau pour tous aller ensemble vers un plaidoyer fort et un dialogue, parce qu'il faut que l'État arrive à instaurer un dialogue avec l'ensemble de ces acteurs engagés pour qu'on arrive véritablement à atteindre cet objectif. Fantastique. Merci beaucoup El Hadj pour cet Merci, Lisa. entretien très, très intéressant. Plaisir. Merci beaucoup. Merci.